Eh bien, bonsoir et bienvenue pour cette nuit spéciale Halloween. Eh oui, ce soir, nous sommes tous grimés pour la circonstance. Et j'ai le plaisir d'accueillir Aurore. Bonsoir Aurore. Hello, bonsoir à tous, bonsoir Antoine. Bonsoir Amel. Et Philippe va nous accompagner, bien entendu. Grunt, Philippe. Ah, je rêve. C'est génial. Et bien sûr, comme chaque semaine, pour nous accompagner, monsieur Don Léon Trotta. Ouais, ça fait un peu mafieux ton truc. C'est vrai. En même temps, c'est vrai. Donc voilà, vous l'avez compris, ce soir, c'est une soirée spéciale Halloween. Je s'appelle Grunt. Et pour fêter, dignement le trollisme qui peut y avoir sur toutes les pages Facebook, sous les YouTube, sur les commentaires. Voilà, on va vous dire la vérité. Le troll devient finalement lycanthrope le soir du 31 octobre, le soir d'Halloween, et il reprend sa forme normale. Donc si vous en voyez qui me ressemblent, c'est que ce sont des trolls. Et les trolls ici, on leur fait leur affaire. Avec toutes mes petites sorcières et mon Blues Brother. Bon, il va sûrement nous expliquer en quoi il est déguisé. Salut Sylvano, comment vas-tu? Là, c'est difficile de ne pas aller bien avec tous ces trolls, mais bon. Des trolls et des sorcières. C'est ça. Donc ce soir, le thème, vous l'avez compris, c'est Halloween. On va essayer de parler d'histoires qui font, en tout cas, qui ont un rapport avec cette fameuse soirée. Est-ce qu'elle est pas un petit peu malsaine d'ailleurs cette soirée? On essaiera de comprendre ça. Donc en première partie, nous avons nos amis chroniqueurs qui seront présents. Et en deuxième partie, quelques invités qui viendront nous rejoindre aussi pour se mêler à la fête. Alors, qu'est-ce que tu as à nous raconter à Halloween sur Don Léon Trotta Brother? Alors, c'est vrai que ça ressemble à Don Léon, ça peut être un mafieux, exactement. Ça peut être un Blue Brothers, mais tu t'es gouré, mon petit Antoine. C'est un Man in Black qui te parle. Bah oui, bien sûr. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Et je sais pas. Quelle idée. Hein? Quelle idée. C'est peut-être parce que j'ai pas mis mes lunettes. Attends. Ah, voilà. Ah bah oui. Ce qui manquait, Ah, c'était là, de les suite. lunettes d'Antoine. On me reconnaît mieux comme ça. Et là, oui, bien sûr, avec les lunettes, tout va bien, tout s'éclaircit. Mais pourquoi? Tu vois, le Man in Black. Et donc, évidemment, pour faire bonne figure, tu nous as dit de nous déguiser. On obtempère, on se déguise. Et puis, fidèle à mon habitude, je vais pas rater cette occasion de me faire encore des amis, hein, mon Antoine. Donc, le sujet choisi, c'est les Men in Black, qui sont nés presque en même temps que l'ufologie moderne Tolléboulon dans les années 50. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les Tolléboulons, c'est ceux qui pensent que l'ufologie est née en 1947 avec Kenneth Arnold et Roswell. La majorité d'entre eux pensent aussi que les Men in Black sont des agents gouvernementaux. Et ces agents gouvernementaux surveilleraient les personnes qui ont été en contact avec des phénomènes ufologiques. Ils ont été rendus célèbres en 1997 par le film Men in Black avec l'excellent Tommy Lee Jones. Ce film porte en lui toute la propagande des conspirationnistes de salon, qui pensent que la Terre est soudainement devenue le passage obligé de toute une flopée de races aliens, accentuée depuis par les ridicules séances d'hypnose qui peuplent Internet, et dont un gouvernement de l'ombre gérerait les allées et venues tout en profitant des différentes technologies aliens. Cela fait rêver et c'est surtout très, très, très vendeur. Plein de clics sur YouTube.
La série X-Files l'a bien compris et reprend dans certains de ses épisodes les figures des Men in Black. Bien entendu, nous, les petits terriens, derniers de la classe, sommes comme d'habitude les plus beaux et les plus forts à mourir de rire. Si ces ufologues de salon prenaient la peine, comme je le dis souvent, d'étudier l'histoire, ils s'apercevraient de leur sottise. Et une fois de plus, la partie de l'histoire qu'il faut étudier est toute celle liée aux phénomènes dits paranormaux. Je ne sais combien de fois je l'ai répété dans cette même émission de mon ami Antoine Miasme. L'ufologue qui dédaigne le paranormal n'est pas digne de l'être. Je l'ai souvent dit ici, à de nombreuses reprises, et je lui conseille de changer vraiment de dénomination. Par contre, de nombreux scientifiques des siècles précédents n'avaient aucune honte à étudier ces phénomènes dits paranormaux. Et ils l'ont fait à grand renfort d'études et de documents fort bien notés sur ces phénomènes. Aujourd'hui, la sommité mondiale dans le domaine est M. Peter M. Reutschewitz. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, parce que c'est un nom apparemment d'origine polonaise. C'est R-O-J-C-E-W-I-C-Z. Totalement, ou presque, inconnu en France, comme d'habitude. Il possède un site internet totalement dévoué au phénomène et a écrit plusieurs livres. Et que dit-il ? Que la plupart des études existantes dans le domaine de l'ufologie n'ont pas réussi à apprécier pleinement l'interprétance complexe des ovnis avec de nombreuses anciennes traditions et croyances liées au diable. Alors là, je fais une petite parenthèse à ce que les anciens appelaient diable, parce qu'ils n'avaient pas d'autre nom pour le dire. Le diable est juste une invention de l'Église et qui peut apparaître sous toutes les formes qu'il désire, monstre, animal ou homme. Je rappelle que dans une précédente émission, j'ai fait un focus rien que sur l'année 1680, où j'avais montré que des pluies de grêlons de 20 cm avec différentes formes tombaient, que des voiliers avec plusieurs témoins au sol se entredéchiraient dans le ciel, que des armées se battaient dans le ciel avec les cris de bataille liés à les bruits de canons, les bruits de gens qui sont blessés, qui crient, les bruits de mort. Par exemple, en 1584, Reginald Scott a décrit ce qu'il appelait le diable comme lait ayant la peau noire et possédant une forme monstrueuse. À noter que la religion nous a inculqué que noir égale mauvais, blanc égale immaculé, donc bon. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pourquoi le noir est mauvais et pourquoi le blanc est bon ? Bon, ce sera peut-être à creuser dans une autre émission. La première représentation de ce soi-disant diable en tant qu'homme a été rapportée par Charles Le Chauve en 1902 qui décrivait un manuscrit grec des 11e et 12e siècles. 11e et 12e siècle. Ce soi-disant diable apparaît humain et noir. La connexion ici avec les Men in Black, dont je fais partie, est évidente. Petit bémol, je suis très heureux d'avoir fait de nouveau un autre cravate parce que c'est plus à la mode et franchement, ça me manquait. Comme le Men in Black qui marche souvent, maladroitement, on ne parvient pas à comprendre ou à accomplir des tâches simples, comme nous l'a décrit notre ami Michel Rousseau dans son excellent film qu'il nous a adressé, le soi-disant diable de la tradition possède également un certain défaut. Colin de Plaincy, à qui le soi-disant diable parut fréquemment dans le premier quart du siècle, soutint que le diable recevait de l'homme la plupart de ses difformités, car Dieu, le soi-disant Dieu,
avait décidé que tout ce que les hommes lui attribuent, il doit le conserver. Mais alors, comment ces Men in Black sont décrits par ceux qui l'ont vu? Les personnes qui ont eu affaire aux Men in Black sont en grande majorité des gens qui ont observé un ovni de plus ou moins près et qui ont été mêlés directement ou indirectement à ce type d'incident. Quand elles ont affaire à ces êtres élusifs, elles ont leur capacité de réaction annihilée, comme si leur cerveau était contrôlé au point de les empêcher d'agir comme elles le voudraient. Elles n'ont donc plus la liberté de leurs décisions. Ainsi, les Men in Black pénètrent dans les domiciles contre la volonté de leurs occupants, qui subissent leur interrogatoire agressif, pénible, contraignant et désobligeant, sans avoir la possibilité d'émettre la moindre protestation. Par la suite, ces personnes ne parviennent pas à comprendre comment elles ont pu accepter cette situation sans réagir ni ordonner à ces malfaisants de quitter les lieux, ni même sans avoir eu la présence d'esprit d'appeler la police ou les gendarmes. Les Men in Black ont un aspect sinistre, habillés d'un costume noir neuf, comme sortant de chez le tailleur. Ils portent un chapeau mou, une cravate et des chaussures, je ne peux pas vous les montrer, généralement noires également et très souvent très brillantes. Ils font penser à des ordonnateurs de pompes funèbres ou encore à des pasteurs anglicans. Mais quand on les détaille de plus près, on peut s'apercevoir qu'ils n'appartiennent pas à ces corporations. Ils sont généralement de grande taille, comme moi, et possèdent des bras et des doigts anormalement longs. Les miens sont nombreux. La peau de leur visage est souvent très blanche, pas la mienne, comme si elle était exsangue. Mais il arrive aussi qu'elle soit hâlée. Leurs yeux sont parfois bridés ou protubérants, pas les miens. Ou encore cachés derrière des lunettes à verre fumé. Là oui. Ils ne sourient jamais, moi toujours. Et leur faciès ne traduit pas leur émotion, moi tout le temps. Si tant est qu'ils puissent en avoir. Leur démarche peut être raide, la mienne pas, vacillante, jamais, ou même sans à-coups, comme s'ils glissaient ou roulaient. Alors là, non, moi je glisse pas, je roule pas. Leurs gestes sont quelquefois mécaniques, jamais, et étranges, ça peut-être de temps en temps. Et ils réagissent de façon bizarre, comme s'ils étaient des êtres dénués de toute personnalité et individuelle. Ces êtres présentent souvent une anomalie physique. Je ne pense pas en avoir. Par exemple, on a vu un Men in Black manchot. J'ai vu deux mains, d'autres sans cou, il est là. Les pieds tournés à 45 degrés, je peux vous rassurer qu'ils sont bien droits. Ou portant des chaussures à semelle épaisse de plus de 10 cm. Alors là, ça me fait vraiment beaucoup trop grand. Les Men in Black se déplacent généralement dans des voitures rutilantes noires. Ça peut être mon cas, ou de couleur très foncée, d'un coup onéreux, ça peut être mon cas, et de modèle ancien. Alors là, pas du tout. Qui ne sont plus commercialisés. Aux États-Unis, un tel véhicule s'est même élevé dans les airs et a disparu brusquement, comme si on avait éteint une lumière devant les yeux effarés du témoin. D'autres Men in Black se sont évanouis en un clin d'œil, comme s'ils étaient devenus subitement invisibles ou s'étaient dématérialisés. En général, les Men in Black exigent des témoins qu'ils taisent leur observation avant même qu'ils en aient fait part à qui que ce soit. C'est ça qui est dingue, quoi. C'est-à-dire que le type, il raconte rien à personne, il se le garde pour lui, tout d'un coup, il y a toc-toc à la porte, et il y a des Men in Black qui arrivent, 1, 2, 3, 4 max, qui lui disent, toi, ce que tu as vu, tu te dis à personne. Putain, lui, il a envie de dire, mais attends, je l'ai jamais dit à personne, quoi. Comment c'est possible que vous soyez là, quoi? Ils font pression sur les enquêteurs pour qu'ils cessent leurs recherches, voire qu'ils détruisent les documents en leur possession. Si des photos ont été prises ou si des débris ont été ramassés sur un site d'atterrissage, ils réclament ces objets à ceux qui les ont trouvés, même s'ils ne sont plus en leur possession. Tout cela est assorti de menaces plus ou moins voilées, qui apparemment ne sont pratiquement jamais mises à exécution si le témoin ne s'est pas exécuté.
Du moins, on ne connaît pas de cas formellement établis ayant débouché sur la mort brutale d'un témoin qui n'aurait pas obéi à leur injonction. D'ailleurs, la plupart des rapports collectés indiquent que les témoins n'ont pas tenu compte des avertissements et n'ont pas eu à s'en plaindre par la suite. Les interventions des Men in Black paraissent ridicules, aberrantes, voire même comiques. Je vous conseille, à ce titre, le film de notre excellent ami Michel Rousseau, Les gardiens de la matrice. Des témoins rapportent aussi souvent une odeur de soufre. Tiens, comme dans les soi-disant abductions, on sait que c'est vrai, mais cette odeur est aussi presque tout le temps présente dans les phénomènes de poltergeist depuis la nuit des temps. Il serait temps de faire le lien entre paranormal, démoniologie et ufologie. Réveillez-vous, les gars. On en trouve beaucoup dans les procès, justement, en sorcellerie de l'Inquisition. Mais des cas simples aussi. Par exemple, le cas du soldat Poupard en 1596, qui avait été enlevé par un homme en noir, bien évidemment pris à l'époque pour le diable par les témoins, parce qu'il y avait des témoins qui avaient vu cet enlèvement. Et là aussi, comportement complètement aberrant de l'entité qui reprochait au soldat juste d'avoir volé une image à une femme et sommé de la lui rendre, ce qu'il fit le lendemain, et à sa grande surprise, il retrouva à côté de cette femme cette entité noire qui le fixait méchamment. Un autre chercheur américain qui s'appelle Nick Redfern va démontrer dans les livres qu'il a publiés que les Men in Black ont toujours été des créatures prédatrices employant la peur et créant le chaos, la paranoïa. Aux États-Unis, il est arrivé que les Men in Black aient montré des cartes d'agents fédéraux ou de la National Security Agency, la fameuse NSA, pendant que d'autres se sont présentés en uniforme de l'armée de l'air. Pourtant, des enquêtes officielles ordonnées par les militaires ont montré qu'ils n'appartenaient pas à ces organismes d'État. Et encore une fois, mon cher Antoine, comme d'habitude, avec toutes les publications que je te fais, une entité supérieure se fout de notre gueule depuis la nuit des temps. Et effectivement, je pense que je sais pas. En fait, je ne sais pas si les Men in Black existent ou pas. Vous en pensez quoi, vous? Ah, tu l'as enlevé ton masque. Remets ce masque. Ben voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, j'ai tout fait un peu dessous. C'est pas ça. D'accord. Bah, tu sais, ceci dit, Jimmy Guilleux cautionnait la thèse des Men in Black. En tout cas, il me semble que dans ses écrits, il avait eu affaire à plusieurs personnes qui n'étaient pas forcément habillées en noir, en chapeau, etc., mais qu'on pourrait apparenter au phénomène Men in Black. Parce que Jimmy Guilleux était extraordinaire. Il menait des enquêtes sur le terrain et il a juste oublié une chose, étudier l'histoire. C'est tout ce que je reproche à Jimmy Guilleux. Parce que s'il avait étudié l'histoire, les phénomènes de l'Inquisition et de toutes les preuves qu'il y a dans l'histoire, que je ne cesse de répéter, il y a beaucoup plus de preuves dans l'histoire. D'ailleurs, j'en profite ici pour lancer un appel. Si vous voulez vraiment savoir ce qu'est l'histoire, relisez l'excellent livre de Louis Pauwels, Le Matin des magiciens, qui a été édité à plus de 500 000 exemplaires, mais qui a été lu comme ça, comme un roman par Monsieur Tout-le-Monde. Même moi, je l'ai lu il y a très longtemps, Le Matin des magiciens, de Louis Pauwels et de Jacques Bergier. Mais quand tu as quelque chose un petit peu dans la tête et que tu le relis, tu t'aperçois de choses effarantes et du pouvoir extraordinaire qu'il a existé chez les anciens et chez certains
et tu t'aperçois surtout qu'on n'a rien inventé, que c'est un cycle infini qui se transmet de génération en génération et que ces entités qui se foutent de notre gueule adaptent juste leur foutage de gueule à notre niveau de technologie, quoi. Donc, au XVIIe siècle, on nous faisait voir des voiliers se livrant en Bretagne dans les ciels. Au XXIe siècle, on nous montre des ovnis. Ils ne se livrent pas encore bétail, mais on nous montre juste des ovnis, quoi. Il va falloir commencer à se réveiller, les gars. Eh bien, écoutez, moi, en tout cas, je vous souhaite de rester quand même éveillé toute cette soirée d'Halloween, parce qu'on va aborder plus d'un sujet. Le premier, c'était celui des Men in Black. Merci Sylvain Trotta. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Faites une superbe émission. Je la regarderai volontiers. Mon devoir m'appelle. Un agent gouvernemental avait des horaires très stricts, parce que sinon on refuse de me payer mes heures sup. Donc je vous laisse. À bientôt. Bon. Et fais attention de ne pas te faire abducter en sortant. Voilà, je ferai très gaffe. Bye bye. Ciao, les bisous. Eh bien, nous allons passer à la suite de cette soirée très très particulière où nous allons explorer les méandres des... comment dire, je s'appelle Crunt, parfois j'oublie les mots de la phrase et de la langue, les légendes, voilà, les légendes de ce soir Halloween. Et peut-être pour nous en rappeler quelques-unes, nous avons fait appel à notre spécialiste des pierres. Bonsoir Amel. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. Je s'appelle Crunt. Croc. Oui, Croc. Bon, écoutez, vous êtes bien effrayants vous deux. Heureusement qu'Aurore, elle a gardé un look très, très avenant. Merci. Ouais, Aurore, c'est gentil. Ils nous font peur un peu ces deux-là ce soir. Alors, plus sérieusement, alors ce soir, je vais vous parler des pierres, oui, d'Halloween, et des huiles essentielles dont on se sert pour cette nuit-là, particulièrement. Parce que ce qu'il faut savoir de Halloween, c'est que Halloween, c'est considéré comme le nouvel an celte. Ce n'est pas une fête triste, c'est un renouveau. Donc, on clôture une année et on accueille la nouvelle année. C'est un peu comme notre nouvel an du 31 décembre au 1er janvier, sauf que là, c'est le nouvel an celte. Halloween touche à un certain nombre de cultures, de traditions. Halloween s'appelle Samhain. On appelle ça aussi la fête des pommes en Angleterre. C'est le nouvel an païen. C'est un temps particulier où on va, dans les principes d'énergie, on dit que la Terre se prépare à accueillir l'hiver qui arrive. Et pour ce faire, on va se tourner vers des plantes, vers des huiles essentielles, ou on va se tourner vers des cristaux qui sont en reliance avec cette énergie de Terre. Au niveau des cristaux, il y a une pierre très spécifique qui s'appelle l'obsidienne. Tu vois ? Et l'obsidienne, c'est une pierre noire. La particularité de Samhain, c'est qu'on se tourne vers les pierres qui sont faciles à retenir. Ce sont les pierres noires, comme le jet, l'obsidienne ou l'onyx. L'obsidienne que je vous ai montrée, c'est une pierre très puissante. C'est une pierre qui a une action rapide. C'est une pierre qui va agir pour protéger. Elle va servir de bouclier contre ce qu'on appelle les énergies négatives au niveau électromagnétique. C'est une pierre qui éloigne le mauvais sort. Voilà, pour chasser les mauvais esprits et les vilains trolls. Bon, allez, concentrez-vous. Donc, on reste sur nos histoires de pierres. La pierre onyx, c'est une pierre d'enracinement. Elle va travailler sur, on parle des chakras, donc des fameux centres énergétiques, elle va travailler sur tous les dysfonctionnements qu'on peut avoir par rapport à l'enracinement. Vous savez, quand les personnes sont un peu trop éthérées, les pierres très terrestres leur permettent de garder un lien à la terre.
puisque je vous l'ai dit en petite introduction, on est vraiment dans l'énergie de se relier à la Terre, se reconnecter à la Terre qui se prépare à rentrer dans l'hiver. L'onyx est une pierre de purification. La particularité de l'onyx, ça va plaire à certains thérapeutes, c'est qu'elle travaille sur les énergies karmiques dont on hérite par le lien transgénérationnel. Donc, à sa main, on profite de ce temps-là pour aller à l'intérieur de soi et travailler sur les nœuds familiaux qui ne sont pas résolus. Et l'onyx permet de vivre ce voyage. L'onyx a une particularité, c'est une pierre qui est tellement forte et puissante dans sa polarité qu'elle ne se porte pas tout au long de la journée, mais que quelques minutes. Et enfin, je te parle de ma dernière que j'aime beaucoup, c'est la cornaline. Alors la cornaline, c'est une pierre sanguine, une pierre rouge, une pierre de sang, une pierre de terre. C'est une pierre de confiance. C'est une pierre qui va très bien aux enfants parce qu'elle les apaise. Elle les reconnecte aussi à la terre, finalement, et puis surtout, elle leur redonne confiance. C'est une pierre de joie. Voilà, ça c'est pour la cornaline. Moi, j'aime beaucoup la cornaline parce que c'est une pierre qui apaise et donc apaise les colères, hein, n'est-ce pas? Monsieur le crunch, lui, des fois, tu peux te mettre en colère, ou je ne sais comment tu t'appelles. Je t'appelle Crunt. Croc, ou je sais pas comment tu l'as appelé là, Philippe alias je ne sais quoi, dans ces moments-là, voilà, quand tu as cette tronche, quand tu as cette bobine, et ben cette petite cornaline va te faire du bien, parce qu'elle va éloigner de tes centres énergétiques ce qu'on appelle les émotions négatives, le trop-plein négatif. Voilà, c'est une pierre douce, hein, je le répète. Ensuite, au niveau des huiles essentielles, parce que vous savez bien que je travaille en lithothérapie et en aromathérapie vibratoire. Dans les huiles essentielles, pour la nuit de sa main, il y a 3 huiles essentielles qui sont assez intéressantes. La première, c'est le thym, ou le thuya, pardon. Pas le thym, le thuya. Le thuya. La deuxième, c'est le cèdre. Alors, je vous explique ce qu'elles font. Et la troisième, c'est la myrrhe. La myrrhe nous reconnecte à la spiritualité, à notre profondeur, à notre connexion, à nos intuitions. Le cèdre, c'est la purification et la protection. Et le thuya également agit au niveau de la protection. Ces 3 huiles essentielles. Pour le cèdre, on prend le cèdre de l'Atlas, hein, pour précision. Hein. Ce sont 3 huiles essentielles qu'il faut diffuser dans sa maison pour permettre à l'énergie de sa main d'être positive et bienveillante chez soi. Purification, protection, spiritualité et intuition. Particularité de sa main, il faut savoir que les Celtes se déguisaient. Pourquoi on se déguise en monstre, hein? Tout le monde se dit, mais pourquoi est-ce qu'on se déguise en monstre la nuit de sa main? Ou en troll, pardon, pas en monstre. C'est parce que dans la nuit de sa main, les mondes du visible et de l'invisible ne font qu'un, et les morts peuvent rentrer en relation avec les vivants. De la même manière que les êtres bienveillants peuvent rentrer en relation avec nous, comme les êtres malveillants pourraient rentrer en relation avec nous. Et les Celtes avaient pensé que pour ne pas être dérangés par les démons, il fallait se déguiser comme eux afin qu'ils nous laissent tranquilles. Et de là, de cette institution, je dirais, celte, protectrice et bienveillante, est née la tradition de se déguiser en monstre pour que les monstres qui sont là la nuit du 31 ne s'en prennent pas à nous. Si à côté de ça, tu as une onyx, je répète, une obsidienne, et que tu as tes quelques huiles essentielles, tu ne peux que être tranquille. Bon, je sais que je ne vais parler essentiellement que des huiles essentielles et des cristaux, mais tu sais que j'aime bien partager quand j'ai quelques informations. Et le troisième élément, c'est les encens. Alors, à sa main, il y a d'autres encens qui sont intéressants. C'est la sauge, le cyprès, la pomme et la menthe. Ah oui, et la cannelle, pardon, les 5. Sauge, cyprès, pomme, menthe et cannelle. Et là, non seulement vous diffusez des bonnes énergies, vous choisissez, hein, parce que les odeurs hein, sont différentes. Hein. La sauge, c'est la protection. La pomme, c'est pour récolter, apporter à soi des choses bienveillantes.
d'accord? La menthe, ça va aussi vous apporter une belle énergie. La cannelle, c'est la prospérité. Et le cyprès, c'est la paix et la sérénité. Voilà. Et puis, si vous n'avez ni onyx, ni sauge, ni cannelle, ni tout ça, eh bien, vous avez au moins notre gentil Ameille qui est avec nous toutes les semaines et vous pouvez l'écouter, les réécouter et ça fera le même effet. Merci, merci, merci. Et oui. Et petite légende finale, et je vous laisse après tranquille. Il est dit aussi qu'à sa main, à la nuit de sa main, on allume une bougie, ou on met une bougie à l'extérieur de soi. C'est pour que les gens qui sont de notre famille, qui sont décédés, ben, ces personnes-là, ces âmes, on va dire, elles sachent que, vous leur montrez avec le flambeau de lumière le chemin qu'elles peuvent emprunter pour élever leurs âmes. Merci, chère Amel. Mais je vous en prie, ce soir je suis en prêtresse médiévale, alors je vous partage mon savoir. Vous savez que tout ça, ça me donne presque envie de chanter une chanson de Jacques Higelin qui s'appelle Champagne. Vous savez, la nuit promet d'être belle, car ce soir, au fond du ciel, apparaît la lune rousse, saisie d'une sainte frousse. Tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Non, ça vous parle, cette chanson? Non, ça vous parle, cette chanson? Magnifique, mais écoute, je ne connaissais pas, mais si tu la chantes, nous allons tous t'écouter attentivement. Les trolls ne chantent pas. Mais par contre, les trolls invitent ses confrères trolls. Troll? En tout cas, t'es très troll. Bonsoir Philippe. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Eh bien Philippe, si vous ne le saviez pas... Non, on a dit pas de démons ici. Que des trolls qui sont trolls. Alors ce soir Philippe, pour cette soirée de sa main, nous avons voulu que tu nous fasses explorer le domaine des plantes, peut-être un peu mortelles, peut-être un peu dangereuses. Voilà, quelque chose qui fasse peur. Qu'as-tu dans ton escarcelle, maître Philippe? Ah, moi, ce soir, je vais vous présenter la mandragore. Alors, Mandragora officinarum. Oui, elle est toxique à forte dose, bien sûr, un peu comme le datura, le stramonium. Donc, elle fait plusieurs choses, alors à petite dose, bien sûr. Elle est anti-inflammatoire, antispasmodique. Bon, bien sûr, elle est un peu hypnotique. Tu peux un peu faire de l'hypnose avec. Elle présente aussi des propriétés aphrodisiaques. Elle est anesthésiante, antidouleur, antalgique. Elle contrôle la rate, antioxydante. Elle participe à prévenir du cancer, ça c'est encore à voir. Elle nettoie la lymphe, ça c'est une bonne chose. Elle est bonne pour les rhumatismes, elle facilite l'accouchement. Pour les règles douloureuses, elle est ou abondante, bien sûr. Elle est bonne pour les hémorroïdes, ça c'est pas très efficace. Infection vaginale, pour les crises hépatiques. Les cirrhoses protègent le foie. Infection pulmonaire, par exemple l'asthme, les rhumes de foin, la coqueluche. Elle est bonne aussi pour les verrues, comme j'en ai une là, ici, là. Ça m'aiderait bien beaucoup. Elle est bonne aussi pour les ulcères. Alors, à forte dose, ça c'est les effets qu'on peut avoir. Donc, elle est hallucinatoire. Elle est bonne aussi pour les pertes de contrôle. Ça c'est bien, ça, la paranoïa, la folie, la peur. Elle est aussi super efficace en tant que sérum de vérité, un peu comme le datura, le stramonium. Elles ont plein de similitudes, les deux. Perte de conscience, perte de volonté, perte de connaissance, perte de mémoire, coma, sommeil très profond, voire même la mort. Mais attends, maître Philippe, explique-moi. Cette mandragore, mais elle sait tout faire. À part le ménage. J'y ai demandé, mais elle ne veut pas le faire. Alors si on explore un petit peu
la légende de la mandragore, moi je croyais que c'était une plante complètement imaginaire qui poussait sous le cadavre de jeunes pendus qui auraient perdu leur liquide séminal. Qu'en est-il en vérité? Oui, en effet, son histoire, tu l'as très bien racontée. En principe, elle pousse en dessous d'un pendu qui a perdu son liquide séminal. Mais on peut la faire pousser chez soi. Elle se nourrit de sang et de lait de jument. Et oui. Donc, de ton sang. Donc, il faut que tu te piques avec une aiguille. Il faut que tu lui donnes de ton sang tous les jours pour qu'elle bien que se fortifie. Sa racine représente un corps humain. Mhm. Mais tu trouves tes graines où? Tes graines de mandragore? Les graines de mandragore, sur une mandragore. Mais si t'as pas de pendu, comment tu la trouves ta mandragore? Eh bien, quand t'as pas de pendu, tu prends ton voisin, s'il te fait chier. Tu prends ton voisin. Oh non, c'est quoi tes idées? Alors, je sais plus comment faire. Tu vas sur un site. Non, moi je la fais pousser, c'est sûr, j'achète des graines et je la fais pousser chez moi. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, si tu prends quelqu'un, tu vas en prison quand même. Bah quand même. Hein. Donc alibaba.com, mandragore, et puis voilà, t'as ta graine. Ah. Je vais pas sur alibaba.com, je vais plutôt à bretagne.com parce que c'est là où j'en trouve. Donc, si nous redevenons sérieux 2 secondes, la mandragore existe vraiment. Elle existe vraiment, oui. J'en ai acheté un jour, et Philippe le sait, j'ai renoncé à en faire pousser dans le jardin. Parce que ça te bouffait les doigts de pied et du coup t'en avais marre. Non, pas du tout, parce que l'énergie de la mandragore apporte la bonne magie comme la mauvaise magie. Il faut savoir s'en servir, oui, en effet. Voilà. Et donc, si tu ne sais pas si les gens qui viennent dans ton jardin ont des intentions malveillantes, il vaut mieux éviter. Et c'est pour ça que Philippe en trouve en terre de Bretagne, puisqu'en terre de Bretagne, c'est la terre des ciels, des druides et des plantes anciennes. C'est logique. Et là, c'est vrai, ce qu'on a dit sur la mandragore, tu vois, c'est pas une plante à mettre entre les mains de tout le monde pour cette raison-là. Non, il faut être vraiment très initié pour la prendre. Ouais. C'est vraiment une plante à pas prendre à la légère. Alors, dans les écrits de Kabbale, gnostique, etc., il me semble que l'on peut créer des hominidés à partir de ces racines de mandragore, des mini-golems. Qu'en est-il? On peut faire plusieurs potions, mais après, c'est toujours les dosages. Mais je parle pas de... Là, je ne parle pas de potions, là, Maître Philippe. Je parle de petites créatures... bien vivantes qui seraient créées à partir de ces mandragores. Ah oui, en effet. Oui, on peut créer plusieurs petites bestioles, mais ça c'est encore une petite histoire. C'est plutôt métaphorique. Je vois que les sorciers mandragordiens gardent bien leurs secrets. La mandragore, quand tu l'arraches, on dit que la racine de mandragore ressemble à un corps de bébé. Et elle crie. Votre mandragore d'une main ferme, vous la tirez d'un coup sec hors de son pont. Compris? Et ensuite, vous la plongez dans l'autre pot. Voilà, et elle crie. C'est ce qui se dit. Hein. Personnellement, je n'en ai pas mis dans mon jardin, mais je l'ai entendu et je l'ai lu plus d'une fois par rapport à ça. C'est assez, paraît-il, stupéfiant pour ceux qui la cultivent. Alors, Maître Philippe, eh bien, je te remercie de ces quelques conseils. Faites attention quand même. Lorsque vous arrachez les mandragores, faites-le avec délicatesse. Évitez de leur broyer leurs petites pattes et leurs petites jambes. On ne sait jamais. Hein. Si tout ça est bien réel, elles pourraient souffrir. Mais laissez-les partir de votre jardin. Laissez-les gambader et aller au loin. Voilà. Maître Philippe. Ouais, les mandragores. C'est possible.
En fait, je suis en train d'inhaler mon propre gaz carbonique. Là, dans le Ouais, casque. moi aussi, en dessous, là, c'est un peu. Ouh. Vous auriez dû faire des aérations, messieurs, pour respirer. Venez, là, ils auraient dû faire des trous, là. Ils sont pas assez gros. Arrête, c'est dégueulasse quand tu le fais. T'en veux? Ah non, merci. Non, dégueulasse. Vas-y, Enfin, bon voilà, vous avez compris, ce soir c'est donc la soirée spéciale Halloween. J'espère d'ailleurs que vous avez apprécié la première partie de cette soirée avec Elisabeth de Caligny pour sa nouvelle émission Les petites histoires extraordinaires d'Elisabeth de Caligny et Pascal Cazotte pour une terrible histoire de loup-garou. Ils ont existé, ils sont réels. Et on clôturera la soirée avec à nouveau Elisabeth de Caligny pour une histoire fantomatique. La direction maintenant Poudlard. Bonsoir Aurore. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Allô. Alors cette soirée d'Halloween t'a inspiré une histoire de chapeau. Oui, complètement. Parce qu'en fait, je sais pas, ce chapeau était là quelque part et il m'a rappelé à lui. Alors je me suis dit, tiens, c'est le moment de le mettre, de le retrouver. Et à travers justement cette belle, voilà, ce beau voyage à Poudlard avec l'histoire. Qui ne connaît pas Harry Potter? Je pense qu'Amélie, Philippe, tout le monde connaît Harry Potter. Oui, quand même. On connaît nos classiques, Aurore, qu'est-ce que tu crois? Ah, oui, alors là, oui. Quand même à notre âge, hein. Oui, c'est vrai que c'est un grand classique. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir. J'ai suivi tes conseils, Amel. Donc voilà. Et j'ai été acheter le petit, voilà, le tome 1, le premier, à l'école des sorciers. Et effectivement, j'ai découvert vraiment beaucoup de choses. C'est vrai que, alors pour ceux qui ont vu les films et qui n'ont pas lu les livres, je conseille de lire au moins le premier livre, parce qu'on apprend beaucoup de choses qu'on ignorait. C'est ce que j'ai découvert, c'est formidable, vraiment. Et là, moi, ce qui m'a plu, c'est que j'avais vraiment envie d'arriver avec mon chapeau, que tout le monde peut admirer, là, et lui laisser la parole ce soir, parce qu'il a envie de dire des choses, ce chapeau. Alors, je devrais dire plutôt Choixpeau, voilà, le Choixpeau. Parce qu'à l'école de Poudlard, lorsqu'on arrive et qu'on commence la première année, il faut aller, voilà, on est sélectionné pour aller dans différentes maisons. Alors, il y a 4 maisons. Alors je les ai notées, hein, pour ne pas oublier. Alors, il y a Gryffondor, il y a Poufsouffle, il y a Serre d'Aigle et Serpentard. Donc, il y a 4 maisons différentes. Et pour ces 4 maisons, il y a des particularités différentes. Alors, moi, je vais donner la parole voilà, à ce beau chapeau. C'est lui qui a envie de parler. Donc, je vais laisser parler. On verra ce que ça va donner. Hein. À vous la parole, chapeau. Ah, et tu nous fais ça avec une voix de chapeau, bien sûr. Ah ben, tout à fait. Alors, je ne suis pas d'une beauté suprême, mais il ne faut pas se fier à ce qu'on voit. Je veux bien me manger moi-même si vous trouvez plus malin que moi. Les eaux de forme des chapeaux splendides font pâle figure auprès de moi. Car à Poudlard, quand je décide, chacun se soumet à mon choix. Rien ne m'échappe, rien ne m'arrête. Le Choixpeau a toujours raison. Mettez-moi donc sur votre tête pour connaître votre maison. Si vous allez à Gryffondor, vous rejoindrez les courageux. Les plus hardis et les plus forts sont rassemblés en ce haut lieu. Si à Poufsouffle vous allez, comme eux, vous serez juste et loyal. Ceux de Poufsouffle aiment travailler, et leur patience est proverbiale. Si vous êtes sage et réfléchi, Serre d'Aigle vous accueillera peut-être. Là-bas, ce sont des érudits qui ont envie de tout connaître. Vous finirez à Serpentard si vous êtes plutôt malin, car ceux-là sont de vrais roublards qui parviennent toujours à leur fin. Sur ta tête, pose-moi un instant et n'aie pas peur. Reste serein, tu seras en de bonnes mains, car je suis un chapeau pensant. Alors moi, ce soir, je vais vous demander, entre vous 4, on est 4 avec moi, entre nous 4 plutôt, lequel de ces maisons vous correspond le mieux si vous deviez choisir? Je dis bien. Alors, vous avez le choix.
c'est peut-être pas à nous de choisir, mais au chapeau de choisir. Toi maintenant qui nous connais si bien, dans quelle maison nous mettrais-tu? Commençons par Philippe. Alors Philippe, alors. Ah, regarde-le avec son air enjoué, avec sa bouille poursouflée. Alors, est-ce que Sœur d'Aigle, ça sera pour Philippe? Car ce sont des érudits qui ont envie de tout connaître. Sœur d'Aigle est à votre maison ce soir, très cher. Cool. Mais ça te va bien, Philippe. Bravo, Sertaigle, c'est pour toi. Oui, vous allez être applaudi avec vos camarades ce soir. Ensuite, pour Amel, que d'intelligence aussi, que de perspicacité et de capacité. Mignonne là, tout d'un coup. Alors, pour la jolie Amel, En fait, Amel. moi je la choisis. Alors, pour Amel, c'est très difficile parce que Gryffondor est une belle maison pour Amel. Gryffondor. Merci. T'as de la chance. Je vous en prie. C'était ma préférée. J'accepte. Voilà. Puisqu'à Gryffondor, ce sont les courageux, les plus hardis et les plus forts. Merci. Je vous en prie. Ensuite, nous avons ce soir aussi Krunt. Je s'appelle Krunt. Krunt. Alors, Krunt, intéressant, très très intéressant aussi. Voilà. Alors, il y a Poufsouffle, car ce sont des personnes justes et loyales qui aiment travailler, voilà, et qui leur patience est proverbiale. Donc, très cher, vous irez à Poufsouffle. Non, Choixpeau. Non, il n'est pas d'accord. Je pense que tu peux mieux voir Choixpeau. Regarde, ma peau à moi, elle est verte. Ça te fait penser à quelque chose? Alors, vous irez à Serpentard. Ouais, Serpentard. Voilà. Où là-bas, ce sont des vrais roublards. Ils sont plutôt malins. Ils arrivent toujours à leur fin. Donc, attention, Serpentard, tiens-toi bien. Bon, et finalement, le Choixpeau qui est sur ta tête, qu'est-ce qu'il a décidé pour toi, Aurore? Alors, pour moi, il dit, chère demoiselle, vous en avez dans votre petite tête. Elle va me rejoindre. Gryffondor. Oui, alors Gryffondor. Oh On sera copine de chambre, c'est bon. Allez, super. On va s'en raconter des choses trop chaudes. Donc, voudra Avec les tableaux magiques. vous mordre les pieds. Oui, ben toi, on va rester moi. On va rester. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais je me suis refait une beauté quand même, hein, parce qu'on dit que je suis plutôt pas bien, plutôt sale, et voilà. Mais là, je me suis refait une beauté pour ce soir. On voit qu'il a été en institut de beauté, ça se voit. Oui, parce que d'habitude, on dit plutôt que moi que je ne suis pas en bon état, je suis plutôt râpée, sale et rapiécée. On m'a refait une beauté, vous voyez comment je suis belle, chouchou. Merci Choixpeau. Je vous en prie. Je vous en plaisir de venir ce soir participer à cette émission. Bon, en tout cas, Aurore, voilà, c'est bien, fidèle à ta chronique littéraire ou à ta revue de presse. Voilà, tu as choisi un livre qui a bercé, je suppose, l'enfance, l'adolescence, en tout cas de beaucoup de personnes parmi vous. Et ça fait plaisir, voilà, de s'y replonger dedans. C'est toujours agréable. Et puis, qui n'a pas rêvé de vivre ce moment magique du choix du chapeau? Merci, Dame Aurore.
Je vous en prie, surtout merci à Schwapo. Oui, je vous remercie tous et toutes pour je vous remercie, merci. Quelle belle prestation. Merci à tous les deux. En tout cas, c'est un livre à redécouvrir pour ceux qui l'ont pas, peut-être, qui l'ont déjà lu, mais voilà, il existe en petite version en folio junior. Voilà, il est petit, il n'est pas très épais, il se lit très facilement. Et c'est un pur bonheur de le redécouvrir. Voilà, je le conseille très vivement. En tout cas, voilà. Vraiment, merci les amis d'être restés jusque-là. Alors, pour ceux qui nous suivent très régulièrement, j'ai un petit peu chamboulé la programmation des numéros de miasme, c'est-à-dire que logiquement, on aurait dû sortir cette semaine le numéro que l'on a enregistré la semaine dernière, où on découvrait d'ailleurs Amel en direct pour la deuxième fois sur l'antenne. Cet épisode-là passera la semaine prochaine, ce qui signifie, les amis, eh bien, vendredi prochain, c'est vacances pour tout le monde. Voilà. Vous allez pouvoir profiter des vacances du mois de novembre, de ces vacances de la Toussaint. Et voilà, et vous empiffrez des bonbons que vous aurez récoltés cette nuit. Attention à tes chicots, Philippe. Bon, en attendant... eh bien, je vais vous laisser et puis eh bien, on va accueillir pour la deuxième partie de la soirée Dino qui va arriver du Québec dans quelques minutes pour nous parler d'une histoire de vaisseau fantôme et on va retrouver dans quelques minutes bien, deux habitués de cette chaîne que vous avez l'habitude de voir une fois par mois dans Et si on parlait vraiment d'ufologie. Il s'agit de monsieur Marc Gray et de monsieur Pam dit Mario Bros, qui j'attends vraiment avec impatience savoir comment est-ce que Pam sera déguisé. Est-ce qu'il sera en costard cravate? Eh bien, la vérité tout de suite. Eh bien, nous allons accueillir pour cette deuxième partie de soirée notre ami Dino. Bonsoir Dino. Bonsoir. Je s'appelle Krunt, et toi? Moi, je m'appelle Dino du Québec, puis j'ai des petites histoires à raconter. Eh bien, même sans masque, tu es effrayant, Dino. Je sais, pour ça, c'est économique au moins. Moi, j'ai pas besoin de... Je suis déjà comme affreux. Marc, bonsoir. Il est qui est mort De quelle planète es-tu? Je suis venu avec des copains. La momie de Nazco, de Cusco. Et le crâne d'œuf, même pas allongé, de Nazco également. Voici. Ce sont des authentiques momies QC et implantées. J'ai les implants dans mon coffre, mais je ne vous les montrerai pas. À moins que vous fassiez des dons, n'est-ce pas? Il n'y a rien dedans. Voilà. Continuez à donner. En 2018, vous aurez la réponse. Ah, raconte-nous. Que se passe-t-il? Déjà, d'où viens-tu? Je viens de la planète Satanos. Satanos, près de Uranus. Uranus bien nettoyé, évidemment bien propre, puisque je m'étais assis sur mon séant. Et en anglais, Uranus. En fait, la vérité pour Halloween, c'est que c'est une fête Illuminati. Rituel satanique. Voilà. Et c'est pour ça que tu viens sur la planète Terre à Halloween. Voilà, je vous raconter ce qui se passe vraiment chez nous et chez vous. Parce qu'on se nourrit de vous, bande de pileurs. Ouais, alors les amis, je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais dans le reflet du front de monsieur de l'espace, Il y a un ordi. je sais pas. Encore des trucs un peu bizarres. Il y a un ordi, c'est ça qui est spécial. Ça fait Daft Punk un peu. J'esquive les reflets.
Bon alors, homme de l'espace, dis-nous tout. Attends, et je viens de voir le reflet d'une femme à poil dans ton map. Je te jure. Tu viens de voir quoi? Je vous montre. Qu'est-ce que je peux lire dans ma boule là? Donc, monsieur Uniboule d'une dimension extrême qui s'appelle la planète Satanos, vient vous rappeler les habits rituels et sacrifices d'Halloween. L'équinoxe d'automne, soit le 21 septembre jusqu'à la Toussaint, voilà ce qui se passe pour des milliers d'enfants rien qu'en France. Et des millions partout dans le monde, alors agissons dans notre département pour stopper ces horreurs jusqu'à la Toussaint. Et oui, c'est vrai, Halloween n'est pas qu'une simple fête de rigolos, déguisés. De multiples rituels et sacrifices sataniques depuis des milliers d'années. Elle appelle la puissance 15 dans la publicité à Disneyland. Les auteurs des dessins animés utilisent les enseignements des démons eux aussi. Et donc le commerce mondial prend sa puissance à Halloween pour un succès terrestre de plus. Si selon certains l'homme est un animal religieux, rien ne le démontre plus que la fête d'Halloween. Regardez-nous. Nous sommes ridicules, parce que nous ne savons pas ce qui se passe. C'est la plus religieuse des fêtes laïques. D'ordinaire, quand on parle de religion, on pense à un Dieu, un vrai, un faux, au problème de réconciliation avec Dieu, au problème d'une vie sainte et pure, à la difficulté de pratiquer de bonnes œuvres. La religion acceptée, adulée par certains aujourd'hui, est une religion qui exalte le diable et le mal. Et oui, à Halloween, c'est une fête satanique. Et Halloween n'est pas la fête anodine et sans danger qu'on nous vend. Malgré une volonté apparente de faire d'Halloween une innocente farce pour enfants, où on demande des bonbons pourris par l'aspartame et tous les édulcorants qui vont leur frire le peu de capacité cognitive et de temps de cerveau disponible, on invoque les puissances du mal. Voilà Halloween, en gros, qui semble être une fête rigolote pour enfants, mais qui est en fait une fête vraiment satanique. En gros, j'ai résumé. Bonne fête à tous. Comment tu nous as plombé la soirée? Il fallait le faire conclure, il fallait pas le faire commencer. Et puis, mais arrête avec ta boule. Moi, elle cache mon écran. Ah. Bon, allez. Pause. Vous allez trop rire là. C'est ça le qui se promène sur ma planète. Voilà. Le dernier habitant de ma planète. Il est un peu couché au soleil. Il ne s'appelle pas Harry Habitant. Pas du tout. Alors, Marc, allez, soyons sérieux, 2 minutes. Pourquoi as-tu voulu effectivement parler de ça ce soir? Est-ce que c'était juste du joke ou est-ce que tu considères qu'effectivement la fête d'Halloween, c'est un véritable problème? Ce n'est pas un problème, c'est une date satanique comme de multiples dates sur le calendrier et que certaines personnes l'utilisent pour faire des sacrifices, tout simplement. Alors d'autres l'utilisent pour faire la fête, les déguisements, du bal masqué, etc. Donc oui, il n'y a pas de problème, tout est dans l'intention, effectivement. Et donc au niveau occulte, quand on voit les témoignages de multiples sacrifices d'enfants qu'il y a à Halloween et d'autres fêtes païennes, juste pour au nom de Satan, effectivement, ça plombe un peu l'ambiance. Cette semaine, sur je ne sais plus quelle chaîne, est passé le film avec Nicolas Cage et l'actrice qui joue d'ailleurs dans la série qui s'appelle Colony, qui est vraiment une très très bonne série que vous pouvez retrouver sur Netflix. Et donc ce film, c'est Pay the Ghost. Est-ce que vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu, oui. C'est ce qui se passe à la Nouvelle-Orléans, hein, c'est ça. C'est ça. Où en fait, selon la légende,
il y aurait une disparition d'enfants tous les soirs d'Halloween. Alors, j'ai quand même eu la curiosité de vérifier si il y avait plus d'enfants qui disparaissaient le soir d'Halloween ou que les autres jours. Visiblement, il n'y a aucune statistique sur le sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas particulièrement de disparition d'enfants les soirs d'Halloween. Je me doute. C'est comme si tu cherchais une statistique pour voir s'il y a plus de fausses flags à des dates très très fortes et intenses au niveau du calendrier satanique que d'autres dates. Ça, tu ne trouveras aucune donnée là-dessus. Alors du coup, toi, ces données, tu te bases sur quelles données pour effectivement montrer que il y a une augmentation des rites sataniques ces soirs-là? Eh bien, sur des témoignages, simplement, d'anciens du FBI, de gens qui sortent de ces sectes Illuminati et sataniques, comme Ted Gunderson et d'autres, dont un témoignage d'un monsieur qui s'appelle Glenn Hobbs, que je vous invite à regarder, qui parle de satanisme intergénérationnel. Donc son arrière-grand-père, son grand-père étaient tous satanistes, et quand il était enfant, il continua son activité pendant des années, et il a découvert tous ces sacrifices et ces rituels. Il n'y a pas besoin non plus d'être comme Glenn et d'être impliqué avec des occultistes et des familles dans l'adoration de Satan pour se retrouver dans des rituels sataniques. Mais c'est vrai qu'ils sont choisis, je pense, au niveau de l'ADN et des générations, mais ça peut toucher tout le monde, donc sont bien. Il n'y a pas de statistiques officielles, il n'y a que des témoignages. Entendu. Bon, en tout cas, la réalité effectivement des sacrifices et des sectes pédosataniques, c'est une réalité qui est d'ailleurs occultée, bien sûr, que les gens essayent de faire passer sous silence. Tu as d'ailleurs reçu Ariane qui a parlé de ça dans une de tes interviews, il me semble. Elle a parlé des droits sexuels au niveau de l'éducation. Alors, c'est pas Ariane, je confonds avec l'Autrichienne qui a eu son enfant, qui a été enlevé d'ailleurs. Andrea Sedeg, effectivement, qui a parlé de ces rituels, mais pas particulièrement d'Halloween, mais de tous ces abus basés sur le traumatisme, effectivement. Voilà. Mais en France, en tout cas, on sacrifie plein d'enfants, et je vous invite à aller voir le site dondevamos.canalblog.com qui collecte beaucoup de données et qui est très attaqué. Le plus légitime et honnête et authentique sur ces questions, voilà, qui parle d'abus sexuels rituels, etc., etc. Donc, il y a plein de témoignages en ce moment. Il y a d'ailleurs, comment il s'appelle, l'acteur d'Hollywood là dont j'ai posté, Corey Feldman, qui même sur Fox News, en tout cas ils ont relayé l'info, était en train de dire qu'il était menacé de mort par ces réseaux pédophiles d'Hollywood qu'il est en train de dénoncer. Bon, en tout cas, s'il y avait un soir pour en parler, c'était bien ce soir-là. De toute manière, toutes les histoires font peur, même les véritables histoires ce soir. Donc, merci pour ton témoignage, homme de l'espace. Et nous allons accueillir notre ami et compère Pam, qui vient de nous rejoindre ce soir et qui a retiré, car c'est Halloween, sa tenue de Pam Mario Bros. Salut Pam. Oui, salut, bonjour tout le monde. Ce soir, je suis en citrouilleux. Et alors là, vous avez l'occasion de me voir tout nu. Et je crains fort que ce soit le sujet qui fasse le plus peur de la soirée. Surtout, Pam, ne te lève pas. Non, surtout, je ne me lève pas. Voilà. Je n'ai pas mis ma feuille. Eh bien, va chercher ta feuille de citrouille. À tout à l'heure. Allez, on te retrouve juste après, et on va passer à l'histoire fantomatique de Dino, qui va nous conter ce soir d'Halloween, l'histoire d'un vaisseau fantôme. Les amis, installez-vous confortablement dans votre canapé, et puis laissez-vous bercer par l'histoire de Dino. Les jours de mauvais temps, il est possible de voir sur la mer, juste devant la ville de Gaspé,
un grand vaisseau noir enflammé voguant sur les flots. C'est un 3-mâts, à bord duquel des marins squelettiques et à moitié calcinés s'évertuent en vain à éteindre le feu qui consume les voiles. Le voilier est sous la gouverne d'un capitaine sans morale, qui fut damné avec tout son équipage au XVIe siècle. Selon la légende, l'homme sans scrupules aurait fait monter à son bord de braves Amérindiens qu'il aurait saoulés avant de les vendre comme esclaves dans les vieux pays. Content de sa ruse et désireux de recommencer son manège, le capitaine serait revenu dans la baie de Gaspé, où, cette fois, il aurait été reçu par de farouches guerriers et un puissant chaman Micmac. À la nuit tombante, les Amérindiens auraient encerclé le navire de leurs canots d'écorce afin de le cribler de flèches enflammées. Puis, usant de tout son pouvoir, le sorcier aurait jeté une malédiction sur le vaisseau et son équipage, les condamnant à brûler pour l'éternité. Depuis ce jour, il paraît que le navire revient souvent hanter les côtes de Gaspé, et que, parfois, on peut même entendre à travers le brouillard le rire fou de son misérable capitaine. Alors Dino, ce conte, il a un petit nom. C'est un conte qu'on raconte les soirs d'Halloween et les soirs de Noël aux jeunes Québécois. C'est ça s'appelle Le bateau fantôme de Gaspé. Et c'est une apparition fantomatique en fait. C'est un bateau très illuminé sur la berge de Gaspé, sur les berges, puis même un peu en amont dans le fleuve, et qui terrorise de temps en temps les personnes qui ont la malchance de les voir. D'accord. Parce que ce soir, dans la tradition donc de tes interventions, tu voulais nous permettre de revisiter ces contes canadiens. Et tu en avais donc 3 ce soir à nous présenter. Quel est le deuxième ? Le deuxième, ça s'appelle, en fait, c'est le sauvage mouillé. Certains soirs, on raconte qu'il est possible d'apercevoir, près du seau au récollet, en remontant la rivière des prairies, un Amérindien complètement trempé qui, accroupi près d'un feu de camp, tente désespérément de se réchauffer. Ses longs cheveux et ses vêtements de peau dégoulinants, il demeure immobile, tel une statue de pierre, et refuse d'adresser la parole à quiconque. Les téméraires qui se sont approchés de lui s'entendent tous pour affirmer que le feu de cet Indien n'émet aucune fumée et ne donne pas la moindre chaleur. De plus, toutes les gouttes qui suintent de ses vêtements disparaissent avant de toucher terre. La légende veut que ce sorcier amérindien ait assassiné un père missionnaire, particulièrement bon, du nom de Viel, ainsi que son protégé, un jeune et valeureux guerrier autochtone, nommé Haounsik. Ces 2 hommes, qui voulaient établir une paix durable entre les nations amérindiennes et les communautés européennes nouvellement installées à Hochelaga, déplaisaient énormément à certaines tribus iroquoises. C'est pendant une expédition en juin 1525, alors qu'un cortège de canots d'écorce remontait la rivière près du seau au récollet, que le sorcier et ses hommes en auraient profité pour attaquer le père Viel et son compagnon. Prises par surprise, les victimes n'auraient pas eu le temps de se défendre. Les Iroquois, enragés, pillèrent le cortège et mirent la main sur de précieux barils d'eau-de-vie. On dit que le sorcier, pour fêter sa victoire, aurait présidé une lugubre cérémonie au cours de laquelle il démembra l'homme d'église à coups de hache. Il l'aurait ensuite jeté, morceau par morceau, dans les rapides de la rivière des prairies. Comme il terminait sa basse besogne, le meurtrier aurait perdu pied et serait tombé à son tour dans la rivière avec ses victimes. Frappé de la malédiction divine pour l'atrocité de ses actes, l'âme du sorcier serait depuis ce jour condamnée à grelotter sur les rives du rapide. Il est toujours possible de l'apercevoir, trempé et frissonnant, par les soirs sans lune, où une lourde brume enveloppe le tumulte des eaux. Bien qu'elle soit très impressionnante pour les témoins, cette apparition demeure tout à fait inoffensive. À ce jour, on ne rapporte aucune agression de la part du spectre du sorcier iroquois, que l'on appelle le sauvage mouillé. Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression qu'à la différence de nos contes, on va dire, en France, qui ont l'air d'être complètement imaginés, là, ce sont juste finalement de terribles histoires anciennes qui ont été
C'est basé répété sur dans la des- tradition c'est ça, c'est orale. basé sur des histoires vraies. Alors après, qu'est-ce qu'on démêle dans le vrai et le faux de tout ça? Mais en tout cas, c'est basé sur du concret, clairement. Et c'est passé tellement de choses pendant la colonisation et même après, même un peu avant avec les Amérindiens, qu'il y a tellement d'histoires. Puis en plus, les Anglais et les Français ont incorporé leur folklore, mélangé au folklore amérindien, ça donne un mix assez intéressant. Une dernière petite histoire, du coup. Et la dernière petite histoire, donc en fait, c'est les squelettes du lac des Tombeaux. Situé en haut du bassin de la Manoane, à environ 4 km de l'une des grandes baies du lac Wabascontiong, se trouve un plan d'eau étrange que l'on nomme le lac des Tombeaux. Arpenté pour la première fois en 1870, ce lac fut ainsi baptisé en raison de la découverte macabre de centaines de squelettes humains qui jonchaient ses rives. Selon les plus récentes recherches, peut-être une épidémie de varicelle survenue vers les années 1850 aurait complètement décimé la population autochtone qui vivait là. Les récits de bûcherons et des draveurs qui ont fréquenté cet endroit sont terrifiants. Les berges du lac maudit seraient hantées par les esprits de ces morts. Et plusieurs personnes affirment avoir vu les squelettes des membres de cette malheureuse tribu sortir de leurs tombeaux de terre et de mousse pour se réunir et exécuter sous la lune des danses païennes. Encore furieux d'être morts prématurément à cause d'une maladie apportée d'Europe par l'homme blanc, ils se livreraient à ces cérémonies occultes pour demander au grand esprit de la nature de punir les envahisseurs. On raconte que quelques bûcherons inconscients et trappeurs téméraires se seraient rendus au lac des Tombeaux afin de réfuter la légende. Mais aucun d'entre eux ne serait jamais revenu de cette expédition. Parmi eux, un colosse nommé Saint-Amand, le plus courageux de tous, dit-on. Il aurait été retrouvé brûlé dans une petite cabane de bois, près du lac. Son chien, un labrador aussi vaillant que son maître, se tenait à ses côtés. L'équipe de recherche dut l'abattre parce qu'il était devenu complètement fou. La pauvre bête attaquait les arbres et ne cessait de courir après sa queue. Les squelettes du lac des Tombeaux sont toujours là, enfouis dans la vase, et attendent patiemment le jour de leur vengeance. Les récits entourant leur apparition se font de moins en moins nombreux avec les années. Mais les vieux chasseurs se souviennent de ce que les nouvelles générations ont tendance à oublier. Mieux vaut éviter de fréquenter les berges de ce lac maudit, où les forces anciennes des Premières Nations bouillent encore, comme un volcan qui attend son heure. C'est vrai que la chute, on en attend encore, tellement c'est bien en fait. C'est pour ça. Vous en avez pensé quoi, les amis? Allez, tiens, Aurore. Tes petites histoires. Parce que je suis passé, je vous le dis, hein, pendant que Dino nous contait ses histoires, et donc on découvre là le talent de conteur de Dino. Je suis passé comme ça sur vous, avec la caméra, et vous aviez vraiment l'air tous captivés par ces contes. Oui, complètement. Moi, j'ai beaucoup aimé, et puis j'étais vraiment captivée, et puis voilà, c'est un bon moment, ça m'a fait plaisir Ouais, un bon moment. Bravo, Dino. L'homme de l'espace, tu as des contes comme ça qui sont racontés à tes petits-enfants de l'espace les soirs de pleine lune? Non, moi j'ai surtout des dîners de contes, c'est tout. Et toi, Dame Amel, ça t'inspire? Moi, franchement, flippant. Merci Dino. Je vais faire des bourrades, je le sens. Je suis dans l'ambiance, tu vois. Par contre, Marc, merci pour les instants de fou rire. C'était un peu décalé, tu vois. C'est toujours comme ça avec Marc, c'est bien. Moi, j'aime ça. Bon, ben écoutez, les amis, voilà, c'était en tout cas trois beaux petits contes. On va peut-être réfléchir à te faire une programmation spéciale conte de Noël, Dino. Je suis sûr que les... Ah oui. Le pire, c'est que j'aimerais bien. Mais oui, mais t'as un don de conteur. Il faut, voilà. Et on va gratter cette histoire. En tout cas, merci, ça nous a vraiment fait plaisir. Merci à vous. Et merci de m'avoir laissé l'opportunité de vous faire découvrir quelques petites légendes un peu effrayantes d'ici, qu'on raconte au coin du feu en mangeant des guimauves. Ah, vous mangez des guimauves?
Raconte-nous ça 2 secondes. Des guimauves dans le feu. Tu fais un grand feu dehors, tu te mets en rond en dizaines de personnes, puis c'est ça, tu prends une guitare, tu fais de la musique, puis tu racontes des histoires effrayantes, puis tu manges des marrons. Pardon, des guimauves, excuse-moi. Des guimauves au coin du feu. D'accord, des chamallows, comme dans Scooby-Doo en fait. Ouais. Ça attire les petits-enfants et après on mange les petits-enfants. Pas moi, mais je sais que ça se passe, mais moi je fais pas ça, non. Ok, bon allez, tiens, on va aller voir notre citrouille de service pour voir ce qu'elle a à nous raconter ce soir. C'est parfait avec la réverb. Alors Pam, quoi de neuf sur la planète citrouille? Écoute, j'ai une nouvelle absolument catastrophique. Il n'y a rien de neuf sur la planète citrouille. Que du vieux cette année. Ça se voit. Je suis désolé. Bon, t'as bien quand même une petite histoire à nous raconter, un truc qui fait peur, un petit quelque chose. Pas sortir un truc, parce qu'après, on va faire peur. Ça va être durable après. Et là, je sais pas s'il y en a un thérapeute dans la salle. Allez, on va parler de toi un peu 2 secondes. Quand t'étais petit, que t'étais avec tes potes, que tu te racontais des histoires, c'était quoi l'histoire qui te faisait peur à toi? Eh ben, moi, ma mère m'a raconté un jour que j'étais tombé amoureux des yeux de ma petite voisine. Et que ça m'obnubilait, ça m'accaparait l'esprit, je ne pensais qu'à ça. Et un beau jour, elle me dit comme ça, mais mon fils, mais qu'est-ce que tu as avec les yeux de la voisine comme ça? Et j'étais là comme ça, mais maman, tu sais, ils sont tellement beaux les yeux de la voisine. Je crois que c'est l'histoire la plus pitoyable que j'ai entendue. Mais c'est une très bonne histoire d'Halloween. Fallait pas l'inviter. C'est ça. Vous savez, il y a des gens comme ça. Faut pas les inviter. Mais si. Mais si, Pam. Écoute, tu as bien raison. Voilà. On t'a demandé une histoire qui fait peur. Tu nous as raconté une histoire qui fait peur. Merci. C'est horrible. C'est horrible. Et en fait, t'es sorti de psychiatrie il n'y a pas très longtemps. Depuis... En fait, je suis sorti que parce que les autres sont rentrés. Hein. Bon, voilà. En tout cas, vous avez compris, on se prend pas au sérieux. Même si on n'a rien à dire, on essaie de le raconter. Allez, tiens, je vais quand même continuer sur cette petite lancée des histoires qui fait peur. Et puis, on conclura là-dessus. Allez, Amel, toi, est-ce que quand tu étais petite, on te racontait des histoires comme ça, qui te faisaient flipper? Non, moi j'avais pas d'histoire qui faisait flipper, tu vois. Moi j'avais des histoires plus sympathiques, donc c'est encore plus flop. Ce sera un flop total si je vous racontais. La seule chose que ma mère me racontait, et ça n'avait rien à voir avec Halloween, c'est que si je faisais pas mes devoirs, j'aurais droit à un kidnappeur d'enfants. Tu vois? Ah, quand même? Ouais, elle était un peu barrée, ma mère, tu vois. D'accord. Donc, j'avoue que ça faisait un peu bizarre. J'avais le droit à... Bon, elle l'appelait avec un nom un peu bizarre, tu vois. Elle disait qu'il allait venir avec un grand sac et qu'il embarquait tous les enfants. Ouais, c'est ça, c'est le croque-mitaine, tu vois. J'avais le droit à ça. Mais elle ne l'appelait pas comme ça, tu vois. Donc, ça n'avait rien à voir avec Halloween, mais c'était assez flippant. Donc, tu maintenais le niveau assez haut pour pas avoir droit à ça. Le croque-fifi. Ouais. Ouais. Il est de ta planète, ce monstre. Donc, tu vois, rien que ça suffisait pour te foutre la ch'touille toute l'année. Et Aurore, c'était quoi les histoires qui te faisaient peur, toi? Alors, moi, j'ai un souvenir de mon enfance. À l'époque, j'étais dans un collège où il y avait beaucoup d'enfants et je faisais mes devoirs. Donc, tout en bas d'une maison, il y avait en fait plusieurs étages. Et le soir, l'hiver, surtout l'hiver, j'étais toujours la dernière à finir mes devoirs. Donc, c'était un collège, il y avait des sœurs, et puis elles me disaient « Aurore, tu as éteint toutes les lumières en partant, et après tu vas te coucher. » Et puis moi, j'avais 4 étages à faire, j'étais petite, hein, et tout d'un coup, il faisait noir, il n'y avait plus personne, on n'entendait plus rien du tout. Je me disais « Mon Dieu, mais comment je vais y arriver? Je n'ai jamais réussi à arriver au 4e étage. » En plus, c'était une maison qui était très grande et très haute. Il y avait
c'est pas 4 étages comme on peut l'imaginer, c'était vraiment voilà, un peu particulier. Et donc, j'étais tout en bas et je devais monter. Et quand j'éteignais derrière moi, pour pas avoir peur, moi j'étais qu'une enfant, faut pas l'oublier, je chantais. Je chantais très fort pour vaincre la peur. Et dès que j'entendais un bruit, je m'arrêtais. Je n'osais plus bouger. Et après, je me disais, allez, courage. Et je rechantais de nouveau. Et là, quand tout d'un coup, il y a du silence dans une maison, on entend tous les bruits inimaginables. Et comme je suis une personne qui a beaucoup d'imagination, donc tout d'un coup, voilà, j'imaginais plein de choses et j'étais terrorisée. Donc j'avançais en chantant et j'attendais de reprendre mon souffle, reprendre mon courage pour aller arriver jusque dans mes chambres où les autres enfants étaient là. Et après, ça passait. Mais pendant le temps de finir mes devoirs, de remonter, je me rappellerai toujours le temps que je mettais pour aller tout en haut. Ça me prenait un temps incroyable. Parce qu'à chaque fois que je m'arrêtais, j'étais terrorisée. Tu m'étonnes. Ça peut dû être facile, parce que c'était pas qu'une fois, c'était tous les jours finalement. Ils font peur, c'est les histoires qu'on a vécues, tu vois. On se fait peur tous. Ah oui, c'était Non, mais vraiment... c'est ça. C'est vrai, quand tu réfléchis. Bah oui, nos histoires de petits-enfants. Hein. Ah tiens, Dino, pour voir. Est-ce que toi, quand tu étais jeune aussi, Nous, en fait, ça me fait penser un petit peu à l'histoire d'Aurore, parce que nous aussi, ça se passait à l'école, mais c'était à l'école primaire. Et en fait, là, il y avait un service de garde après les heures d'école. Et en fait, on avait le droit de jouer dans la cour. Donc, peu à peu, surtout l'automne ou l'hiver, quand la nuit tombait, ça faisait un décor assez dark, un peu assez creepy. Puis en plus, c'est assez spécial mon école parce qu'elle était dans le centre-ville du village, donc incorporée à d'autres bâtiments. Et en fait, collé contre la cour d'école, il y avait un petit terrain, tout petit terrain, c'est-à-dire un petit jardin avec au milieu une maison, toujours éteinte, toujours fermée, toujours le terrain mal entretenu. Enfin, on avait toujours l'impression que c'était à l'abandon. Puis quand tu es enfant, tu sais, en plus de 6 à 10 ans, tu t'inventes des histoires sur qui est-ce qui habite là, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il y avait des histoires qui tournaient dans la cour de récréation. Il y a des gens qui sont morts mangés. Il y a eu des crimes. Il y a eu des voleurs qui se sont cachés là, etc. Et en fait, un jour, il y a eu on a su ce que c'était, en fait. C'était un petit vieux avec sa madame, genre des petits vieux en maison de retraite, qui n'étaient pas en maison de retraite, mais qui auraient dû y aller, genre en fait, qui étaient assez grabataires, puis qu'il y avait une personne qui venait s'en occuper le soir. Et en fait, on avait, bêtement, on s'était rendu compte de ce que c'était, qu'on avait été tous déçus, toute l'école avait été déçue, parce que on s'était fait toute une histoire sur ces petits vieux et tout, mais en fait, finalement, c'était rien. Mais bon, on faisait peur aux plus petits comme ça. On faisait peur au CP, au CE1, on leur faisait peur, genre nous les plus grands. C'était le rituel, c'était d'aller les amener à la fin de l'école contre le mur près de cette maison-là et leur montrer, dire, tu vois, ici, il s'est passé telle et telle chose, etc. Bon, j'ai l'impression que Marc a été faire un petit tour et est revenu... En gris. Oh putain. Le cousin pas longtemps. À part ça, t'aimes pas Halloween, toi. C'est un intermittent du spectacle, il vient de l'espace. D'accessoires et de déguisements. Franchement, on est soft à côté. On dirait Justin Bieber qui s'est déguisé en petit gris, en Dracula gris, en Dracu gris. Avec une espèce de guitare électrique, non, c'est quoi qu'il a? C'est inaudible. Non, on comprend rien. Bon, et tiens, alors attendez, très sérieusement, vous voulez un truc qui fait peur? Ouais. Eh bien, écoutez, regardez ça. J'ai appelé Monsieur Marc Gray. Il y a son numéro de téléphone qui s'affiche, on s'en fout de toute manière, il le met sur son site, donc tout le monde le connaît. Eh bien, je crois que c'est un vrai petit gris. Allez, on passe à la vidéo. Comment tu vas bien? Mais oui, mais tu viens de quelle planète? Marc? La planète Terre? C'est pas possible. Je suis en train de t'enregistrer, Marc, et tu verras que tu ne viens pas de la planète Terre. D'accord, je sens que tu es en colère. Ne te transforme pas, ne te transforme pas.
Ok, as-tu un message à faire passer? Donc du coup, Marc va te changer, va reprendre apparence humaine. Et puis on va, juste avant de finir avec toi, on va passer du côté de Philippe pour qu'il nous raconte aussi ces histoires de jeunesse qui le faisaient flipper. Moi, c'était parce que j'étais en foyer et quand on allait en vacances, on faisait un peu la chasse au dahu. Je ne sais pas si vous connaissez la chasse au dahu. Hein, l'animal à 3 pattes. Donc, si on le chassait pas, en fait, la nuit, il venait nous bouffer, quoi, en gros, quoi. Donc, ça foutait un peu la trouille. Hein. Alors, il n'a pas 3 pattes, le dahu. Il en a 4. Mais il en a 4, mais les autres. Plus courtes. Les deux, deux courtes et 2 longues. Il a les yeux rouges. Quand il a 3 pattes, c'est qu'il est... Oh, il est estropié. C'est un peu le chupacabra, ton dahu. Ouais, c'est presque ça, ouais. Et donc ça te faisait flipper alors? Ah ouais, vraiment beaucoup, ouais. Quand j'étais gaffette, donc petit. Et quand on nous racontait ça, c'était en plus la nuit, le noir, tu sais, quand il fait vraiment sombre. Et tu vois une lumière tout au fond qui est un peu blanche, rouge. Et donc, c'était censé être l'œil du dahu. Et en plus, avec les bruits et tout. Et donc, ça nous faisait vraiment peur. On était un peu terrassés. Et après, pour aller dormir, on n'était pas très tranquille. Hein. Tu m'étonnes. Bah tiens, tu vois, ton histoire, elle m'en fait penser à une qui m'est arrivée. Parce que, il n'y a pas de raison que j'en raconte pas une aussi, une petite. Alors, c'était pas quand j'étais enfant, c'était plus quand j'étais étudiant. Donc, on l'a peut-être compris, j'ai eu fait du jeu de rôle grandeur nature dans ma jeunesse. Et donc, ça se passe en forêt pendant 48 heures. Vous avez un rôle, il y a des équipes, etc. Vous jouez un personnage. Et un soir, je me retrouve complètement seul dans une forêt. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de vous promener tout seul dans une forêt de nuit, sans lampe, sans rien. Même si vous connaissez la forêt par cœur, etc., déjà rien que ça, c'est flippant. Et donc je me retrouve tout seul dans cette forêt parce que j'avais échappé à 2-3 guerriers qui voulaient me faire la peau. Donc je m'étais planqué, etc. Et puis j'étais resté là pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, sans bouger pour qu'on m'oublie. Puis à un moment donné, j'entends un craquement dans cette forêt. Donc vous imaginez, il fait vraiment nuit noire. J'ai pas de lampe, je suis costumé en guerrier avec une épée en plastazote, etc. Et j'entends un craquement. Et là, je vois au niveau des arbres 2 points lumineux rouges, mais c'était pas des yeux de chouette, hein. C'était vraiment 2 points lumineux rouges qui, j'avais l'impression qu'ils me regardaient. Alors, dans ces cas-là, vous savez vraiment pas quoi. Vous avez votre imagination qui commence à faire les 100 000 tours, vous savez pas ce que c'est, si ça fait partie du jeu ou pas du jeu, si c'est un animal, une chouette, voilà, un truc nocturne qui est là, qui vous regarde. Mais c'était pas le reflet de la lune dans les yeux d'un animal. Et je peux vous dire que j'ai pas demandé mon reste et je suis parti assez dardard. Voilà. Qu'est-ce que j'ai rencontré ce soir-là? J'en sais rien, mais faites l'expérience. Allez vous promener tout seul la nuit. En forêt, vous allez voir, c'est super flippant. Les yeux rouges, c'est le Yeti. Je vois que ça, hein. C'est Bigfoot. Hein. Bigfoot. Ouais. Ça va, t'es pas en train de mettre le feu à ton appart, là, Marc? Non, ça va. Il est con. Bon, allez, pour conclure cette soirée, raconte-nous-en une petite, toi aussi. Un souvenir d'enfance qui t'a fait peur, Marc? Rien ne me fait peur. Non, aujourd'hui, mais l'enfant que tu étais. Même pas peur. Rien du tout. L'alien non plus, sur sa planète, il n'avait pas d'histoire. La seule chose qui m'a fait peur, c'est mon souvenir le plus ancien. Je devais avoir même pas 2 ans, je devais avoir 1 an. Et encore, j'étais dans le berceau, donc ça devait être moins d'1 an. Je me rappelle que mon parrain m'avait amené un énorme éléphant en peluche. Voilà, ça m'a fait peur. C'était peut-être un souvenir écran. Finalement, c'était peut-être pas un éléphant. Oh non, non, j'ose même pas imaginer le souvenir écran. C'est dégueulasse ce que tu racontes, Marc. Mon bleu n'existait pas à l'époque. C'est ça. Surtout après tes histoires de... Non, c'est horrible.
mais c'est une histoire vraie, c'est mon souvenir le plus ancien en fait. Oui, oui, oui. Attends, il s'ouvre à nous et toi tu rigoles, c'est pas gentil. Attends. Pour une fois que je ne raconte pas de conneries, lui il se marre. C'est vrai, hein. Tu vois, c'est le problème, c'est entre les gens qui racontent des conneries et que le jour où ils disent pas, personne les croit. C'est une histoire vraie en plus. En même temps, c'est dur de parler à un alien aux yeux globuleux, tu vois. C'est ça qui nous fait rire, tu sais. T'as un ton super sérieux. Ok, je vais enlever mon masque, 2 minutes, une petite seconde. Voilà. J'arrive avec mon vrai visage. Bon, non. Ah, voyons voir à quoi tu ressembles alors. On est plusieurs, c'est moi. Oui. Ah mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est l'homme multiface. Oh putain, mais c'est... Écoute, Marc, pour quelqu'un qui commence par dire que Halloween, c'est une espèce de je ne sais quoi commercial, sans vouloir être médisante de tous, c'est quelqu'un qui a braqué le magasin de farce et attrape, c'est pas possible. Ah mais c'est la soirée HP ce soir. Et mais il est horrible ce masque-là. Honnêtement, je crois que de tous, c'est le pire que tu nous aies montré là. Ah, c'est pour braquer une banque, c'est pas pour faire peur, ça, c'est pour braquer une banque. Ça. Ah ouais, c'est top pour braquer une banque. Voilà comment on connaît les fonds de Marc, c'est un braqueur, un super perdu. Il braque les petites vieilles. Eh bien, écoutez, les amis, on va se quitter sur cette image magnifique de Marc en train de manger lui-même. C'est juste horrible. Bon voilà, vous avez compris, ce soir, c'était une soirée un petit peu off, on s'est amusé, j'espère que on vous a aussi un petit peu amusé. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver donc toute l'équipe de chroniqueurs dès la semaine prochaine sur un numéro de Miasme, le numéro 69 qui a été enregistré la semaine dernière. Mais bon, on a fait passer Halloween en premier. Vous retrouverez Pam et Marc dans Et si on parlait d'ufologie, et au mois de novembre, c'est un numéro spécial sur l'abduction où on a invité une véritable abductée, voilà, pour pouvoir parler de ça. Effectivement, ça sera un petit peu en dissonance avec ce que dit notre ami Sylvain Trota, mais voilà, il faut qu'il y ait tous les sons de cloche sur cette chaîne. Et puis, vous retrouverez aussi Marc et Dino dans moins de 10 jours dans le premier numéro de Au cœur d'X-Files. Voilà, et vous en profiterez d'ailleurs pour découvrir un nouveau visage. Il s'agit de Jean-Philippe Duanberry qui nous a rejoint pour cette série-là. Et voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour, donc on va vous laisser aller de quoi boire un coup et puis faire un petit tour et revenez dans quelques minutes pour la suite de cette soirée spéciale Halloween où vous allez pouvoir découvrir la version des loups-garous vue par Pascal Cazotte telle que il l'avait expliqué dans un numéro spécial Le Top Secret il y a 3 ans de ça déjà. Vous allez voir, les loups-garous existent vraiment, et oui. Et on clôturera cette soirée spéciale Halloween avec Elisabeth de Caligny qui nous parlera du fantôme du vol, ça doit être 210, MH 210 quoi. Vous allez voir, c'est un truc de fou, c'est super documenté, et si après ça vous croyez pas en fantôme, c'est terrible. En tout cas, si nous ce soir on croit pas en fantôme, on croit au guignol, et il est incarné par Monsieur Magret. On finit sur cette image. Ciao ciao tout le monde. Salut. Salut.